Hey, salut, tire-toi une bûche. Pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous. On a des choses à te raconter. Bienvenue et tire-toi une bûche. En québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour discuter. Chez nous, nous aimons beaucoup parler. De la jasette, c'est pas ce qui nous manque. Je suis Cyrielle Bon et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de très belles rencontres. Et moi, c'est Maryse Normando, je viens de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada découvrir tout ce qui fait la richesse de notre pays. Mais attention, ce podcast pourrait bien déclencher de furieuses envies de voyager au Canada. Tire-toi une bûche. Épisode 1. T'as-tu vu nos lacs? Un podcast de Destination Canada. Aujourd'hui, on prend la vie côté lac avec ses chalets à la canadienne. On vous livre nos lacs coup de cœur et les activités qui vont avec, comme un survol en hydravion. Et on recevra notre ami Jason à la fin de chaque épisode pour partager la culture autochtone. Toi qui fréquentes les lacs depuis ton enfance, Maryse, sais-tu que le Canada possède plus de lacs que le reste du monde réuni? Et oui, 60% des lacs mondiaux se trouvent au Canada. On les a comptés. 31 752 lacs de plus de 3 km². C'est pas étonnant que vous ayez l'art de vivre côté lac. Maryse, raconte-nous un peu la vie au chalet au bord du lac. C'est votre maison de campagne à vous autres? C'est vrai que les Canadiens adorent la vie au lac. Beaucoup de personnes ont leur chalet au bord de l'eau, que ce soit lac ou rivière. Les gens aiment s'y retrouver en famille ou entre amis. Tu sais, mon grand-père, il avait construit des chalets au bord de l'eau qu'il louait l'été. C'est comme ça que mes parents se sont rencontrés. Ah oui, alors vous étiez tout le temps fourrés chez le papy? Ah oui, on allait tous les dimanches chez mes grands-parents. On en a beaucoup profité. Mes oncles qui faisaient de la planche à voile, mais moi, ce que je préférais, c'était le ski de fond et puis le patin à glace sur l'eau gelée l'hiver. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de ces moments au lac? C'était en camping avec ma famille. On allait au bord d'un lac. Il n'y a rien de mieux que se baigner dans l'eau douce. Le programme, c'était simple. C'était baignade, château de sable, des randonnées. C'était aussi un bel endroit pour faire du kayak, du pédalo. Et puis les gens font du paddle aussi là-bas. Ça me donne envie à moi aussi. Bon, Maryse, maintenant, on va vérifier que tu connais bien les curiosités de ton pays. Je vais te faire passer un quiz. Question toute simple pour commencer, à 30 sous, c'est-à-dire 25 cents, mais les Québécois disent toujours 30 sous, n'est-ce pas? Oui. Donc, comment peut-on se souvenir des noms des 5 grands lacs canadiens? Facile! Il suffit de prendre les premières lettres du nom de chaque lac, de les assembler en un seul mot, homes, donc maison au pluriel en anglais. Donc ça donne H pour Huron, O pour Ontario, M pour Michigan, E pour Erie, S pour Supérieur. Avec Homes, vous vous souviendrez toujours des noms de nos 5 grands lacs. Question à 1 $ maintenant, le prix d'un pain bannock pour casser la croûte. Quel lac est connu comme la mer morte du Canada? Ah, ça, c'est le lac Little Manitou ou Little Manitou Lake. C'est un incroyable lac qui est situé entre Regina et Saskatoon, dans la province du Saskatchewan. C'est un véritable trésor caché dans les prairies canadiennes. On dit mer morte du Canada parce que sa concentration minérale est très élevée. Ça attire des gens de partout, dans le monde entier, pour profiter des vertus thérapeutiques. Ah, c'est bon à savoir. Pour terminer, question à 20 piastres, c'est-à-dire 20 $. C'est le prix d'une virée en canoë. Quel lac retrouve-t-on sur les billets de 20 $ canadiens? Le lac Moraine en Alberta. Il est à 20 minutes du lac Louise. Il est d'ailleurs plus petit et plus intime, mais dans un cadre splendide. Il est bordé d'un côté par les pics de montagne et de l'autre par une épaisse forêt qui descend doucement là, jusqu'à la rive. C'est un des plus beaux lacs des Rocheuses canadiennes. Ça fait rêver. T'es trop forte, Maryse. J'ai pas réussi à te piéger cette fois. Mais on recommencera. Pour vivre une belle expérience au bord d'un lac, on s'installe dans un chalet. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Je connais Alain Priem. Il est dans la région de Trois-Rivières, c'est dans la province du Québec. Et surtout, il a une entreprise d'hydravion. Ça permet de se rendre compte de toute l'immensité des lacs et des paysages. Il est avec nous pour partager son quotidien. Salut Alain, comment ça va? Bonjour Maryse, ouais, ça va très très bien. Cyrielle est avec moi aussi. Bonjour Alain. Bonjour Cyrielle. Alors plante-nous le décor. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Eh bien moi je suis à l'hydrobase, donc là je suis je suis au bord d'un lac. Là je vois les hydravions avec les pilotes. Pour comprendre au Québec, là, le Québec est quasiment inaccessible, hein, il n'y a pas de réseau routier. Donc l'hydrobase est au bord de la civilisation et dès qu'on doit aller dans le nord du Québec, qui recèle des milliers de lacs, eh bien on prend l'hydravion.
Alain, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la différence avec les survols de lacs dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique, par exemple, par rapport à ce qu'il y a au Québec? Pour le Québec, il y a 1,5 million de lacs, hein. Je dirais qu'en Colombie-Britannique, il y a les montagnes rocheuses. Pour les Français, ça fait penser aux Alpes, avec des lacs et des fjords absolument gigantesques dans l'Ouest canadien. Et la région est quasiment inhabitée. C'est ça qui frappe les Européens, c'est que le Canada, c'est vraiment un pays gigantesque qui est pas habité, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience quand on monte à bord d'un hydravion? Qu'est-ce qui se passe? Comment on le vit? Eh ben oui, l'hydravion, c'est le mariage, en fait, d'un avion et d'un bateau. Donc, jusqu'à 80-90 km/h, on est sur un bateau super rapide. Donc, le miracle d'un hydravion, c'est d'abord de le faire décoller de la surface de l'eau. C'est ça qui est une expérience à vivre, hein, et qui est quasiment réalisable qu'au Canada. Et ensuite sortir de l'eau et puis de partir en vol et de sauter de lac en lac. C'est l'expérience ultime d'aller dans un autre lac, faire un autre atterrissage. Est-ce que tu peux nous parler des vols? On sait qu'en hiver, il y a même de l'hydraski. L'hiver, en fait, c'est la classe complètement gelée. Donc, on transforme les hydravions en hydraski, c'est-à-dire qu'on enlève les flotteurs et on remet le train d'atterrissage en rajoutant des skis. Ce qui fait qu'on continue à faire le même travail, c'est-à-dire on peut aller dans n'importe quel lac, on peut aller dans les hôtels. Il y a certains hôtels qui sont inaccessibles par voie routière. Et on continue à se poser, mais sur les lacs gelés, ce qu'on appelle l'hydraski. Moi, il y a une fois, je m'en rappelle, on avait volé ensemble, Alain, et tu m'avais parlé des castors. Ça fait un phénomène assez spécial quand on les voit d'en haut, là. Tu sais, qui forment des espèces de nouveaux lacs. Oui, alors il y a de nombreux lacs. Les gens croient que c'est des lacs, mais en fait, c'est des barrages à castors. C'est-à-dire que quand on regarde bien, il y a des arbres morts au milieu. Alors certains sont très très vieux, le barrage à castors. C'est les survives finalement à la famille castor. Et en fait, à partir d'un petit ruisseau, les castors font des barrages et ça inonde toute une partie de la forêt. Et généralement, l'homme n'enlève pas les castors tant que les castors ne nuisent pas à leur activité. Si à l'hydrobase, j'ai un barrage à castors qui se fait effectivement, je vais devoir déplacer le castor. Et toi qui as fait voyager tellement de Français à bord de tes hydravions, qu'est-ce que tu aimes le plus partager avec eux? Il y a la beauté des paysages, donc j'adore le faire partager. Je connais plein de petits secteurs. Vous savez, le vol c'est un poème, hein, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, je vais leur monter telle chose, les barrages à castor, les falaises, etc. Le côté paysage, nature, j'aime bien montrer tout le côté vierge de la nature. Et puis raconter l'histoire de la région, hein, dans toute une histoire dans la région avec la pâte à papier, le flottage du bois, etc. Donc ça j'adore depuis 20 ans, partager ça avec nos clients, nos voyageurs. Oui. Ah, ça fait rêver. La prochaine fois, on vient faire un tour en hydravion avec toi, Alain. Pas de problème, je vous accueille avec plaisir. Merci Alain, avec plaisir. Dis Maryse, quand tu fermes les yeux et que tu ouvres les oreilles, quel est le son qui te vient des lacs canadiens? Sans hésiter, je te dirais celui-là. C'est quoi? Le huard, très tôt le matin, c'est un canard de chez nous. Tu le vois sur la pièce de 1 $. Avec les canards huards, nous voilà prêtes pour une virée au lac. On va imaginer une journée type. Par exemple, le matin, à 10h au lac, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, chacun se lève à son rythme, on prend son petit déjeuner, on traîne un peu en pyjama, on jase, on lit, on attend que tout le monde soit debout pour aller faire un tour tous ensemble. Et vers midi? On passe très peu de temps à table, juste le temps de manger. Je te dirais même qu'au chalet ou en camping, si on fait un barbecue, c'est pas rare qu'on mange debout. C'est surtout l'occasion de partager une bonne bière locale ensemble. Et aussi, c'est le moment de faire la vaisselle. Donc, le moment de la vaisselle, c'est l'occasion de mettre la musique à fond. Du coup, après la vaisselle, vers 14h, vous faites quoi? Après le repas, un bon café et on part pour une balade digestive. C'est toujours un beau moment en famille, l'occasion de jaser. Ce qui est plaisant au chalet, c'est que peu importe le temps qu'il fait dehors, pluie, neige, vent, c'est pas une raison de s'enfermer. D'ailleurs, tu connais l'expression « cabin fever » ? Ah non, c'est quoi? On pourrait traduire ça par la fièvre du chalet. C'est quand t'en peux plus d'être en ville, que t'as besoin d'une dose de nature. Alors, une fois sur place, l'idée, c'est vraiment de prendre l'air au maximum. Et comment se termine l'après-midi vers 16h?
À l'été, s'il fait beau et chaud, on passe une belle partie de l'après-midi dans l'eau, à se baigner et puis à jouer. Au Canada, il n'est pas rare d'avoir un ponton en plein milieu du lac, donc c'est toujours le fun de faire la course et de nager jusqu'à lui et puis de replonger dans l'eau. Le soir, vers 18h, que faites-vous? Eh bien là, c'est le moment où on se retrouve, là, comme ça, vraiment en fin d'après-midi pour une collation ou le goûter, comme on dit en France. Les grands, eux, se préparent plus pour l'apéro, donc bière, chips, pâté, croton, fromage, classique. Pour le repas du soir, on s'installe et là, on prend vraiment le temps. Et quand on a fini, on prolonge la soirée autour du feu avec une petite eau chaude ou une dernière bière. Pour les enfants, puis moi aussi, je t'avoue, on apporte des guimauves et puis on fait des s'mores. Tu connais, non? Oui, j'en faisais aussi dans l'Ouest canadien. Ce sont des gâteaux minutes qu'on réalise en coinçant un marshmallow fondu entre 2 biscuits et quelques pépites de chocolat, c'est bien ça? Ah oui, c'est trop bon. Bon, le problème avec tout ça, Maryse, c'est que maintenant que tu m'as donné envie d'y aller, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a tellement de lacs, comment choisir? Eh bien, je te recommande déjà mon lac, le lac Normando en Alberta. C'est pas possible, tu n'as pas ton lac. Oui, je t'assure. Notre lignée est allée jusque dans l'Ouest canadien et il y a un lac nommé en l'honneur de ma famille. Bon, puis sinon, tu as raison, il y a tout type de lacs au Canada. Ce que je préfère, ce sont les lacs bleus. Ah, c'est vrai. On rivalise pas avec ceux-là. Entre Jasper et Banff, dans les Rocheuses canadiennes, les lacs sont connus pour prendre des couleurs vives et turquoises l'été. Le lac Maligne, le lac Peto et le lac Louise sont les plus connus. Et justement, il est dû à quoi ce bleu laiteux? Ah, pour ceux qui pensent que c'est Photoshop qui a œuvré, ben non, détrompez-vous, c'est tout naturel. C'est l'eau de fonte des glaciers qui entraîne du limon, donc c'est les formations sédimentaires, qui donnent cette couleur turquoise au lac de juin à septembre à peu près. Donc entre ça, le cadre idyllique, les lacs, les montagnes en arrière-plan, ça fait vraiment rêver. Par contre, pour aller au lac fréquenté par les Canadiens, je te conseille un autre endroit, la Muskoka. La quoi? C'est où? La Muskoka, c'est en Ontario, dans l'Est canadien. C'est une région qui a donné son nom au siège typiquement canadien. Tu sais, ces grands fauteuils d'extérieur profonds avec des larges accoudoirs. Ah oui, c'est les chaises Muskoka qu'on appelle aussi Adirondack. Oui, exact. Eh bien, la Muskoka est surnommée la région des chalets. Elle est à 2-3 heures au nord de la capitale provinciale Toronto. Les locaux viennent y passer tout leur week-end. Mais est-ce qu'on peut y aller si on n'a pas de chalet à soi? T'en fais pas, c'est une région avec tous les hébergements nécessaires pour ceux qui préfèrent changer de lieu à chaque vacances. C'est un endroit idyllique, les lacs sont connectés les uns aux autres par des canaux et parfois même des ascenseurs à bateau. J'aime beaucoup, moi, Huntsville, Gravenhurst ou un petit trésor, le Port Carling. Et sinon, est-ce que vous avez des initiatives pour protéger vos lacs? On adore notre environnement, alors bien sûr, on le protège. Par exemple, savais-tu qu'il faut avoir un bateau local pour aller sur le lac? Ça évite que les algues soient passées d'un lac à l'autre. Et puis, beaucoup de lacs interdisent les bateaux à moteur pour les bruits et le dérangement de la faune. D'ailleurs, le lac Maligne a des organisateurs assermentés. Tellement d'options. Merci de nous avoir partagé tous tes secrets, Maryse. Tu sais, Cyrielle, la vie au lac, c'est ancré au plus profond de la vie des Canadiens. Qu'on s'en rende compte ou non, on n'a que perpétué des habitudes chères à nos Premières Nations, Inuits et Métis. Mon ami Jason Picard peut en parler, si tu veux. Il est membre de l'Association touristique autochtone du Canada. On le retrouvera dans chacun de nos épisodes de ce podcast. Bonjour, Jason. Oui, bonjour Cyrielle, bonjour Marie, vous allez bien? Ça va bien, merci Jason. On se demandait, Jason, quelle importance ont les lacs chez les Autochtones canadiens? Ben, écoute, Marie, tout plan d'eau, en fait, est important chez les Premières Nations et chez les Autochtones, puisque l'eau, c'est signe de vie. C'est avec l'eau qu'on s'abreuvait, évidemment, mais c'est là aussi que les animaux allaient s'abreuver. Donc, c'était toujours des milieux de chasse fertiles. C'était également des terres fertiles, donc pour les nations sédentaires ou semi-sédentaires comme les Hurons-Wendat qui faisaient pousser le maïs, la courge, l'haricot. On s'installait toujours à proximité des plans d'eau. Donc les lacs ont une importance, je dirais, capitale dans le développement des Premières Nations au Canada. Et j'irais plus loin que les lacs parce qu'il y a aussi les rivières. Donc les rivières étaient considérées à l'époque comme les autoroutes, quoi.
Faut se rappeler, avant l'arrivée de la colonisation, il n'y avait pas de route, ou peu de routes, c'était des petits sentiers de terre battue, et sinon, on naviguait. Donc l'été, c'était la façon de se déplacer, c'est qu'on naviguait d'un cours d'eau à l'autre, on faisait un peu de portage sur les berges des rivières pour passer les obstacles infranchissables. Et alors c'est intéressant, tu viens de nous parler du portage. Alors le portage, ça suppose que les gens sont en canoë, qu'ils doivent se le porter. On sait qu'il y a un musée du canoë en Ontario, mais toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quelle façon vraiment les autochtones se déplacent? Et j'imagine que c'est pas pareil partout au Canada, donc est-ce que tu peux nous écairer un peu sur les différences aussi entre les régions? Si je prends les autochtones de l'Est, où il y a beaucoup de bouleaux, souvent on utilisait le canot en écorce de bouleau pour naviguer. Si je prends les peuples du Nord, par exemple les Inuits, où il n'y a pas d'arbres, c'est des paysages lunaires en haut. Donc à ce moment-là, ils utilisaient des os d'animaux pour faire la structure de leur kayak, et puis ils utilisaient des peaux de phoque pour faire le fond du kayak. Si je prends les grands peuples de l'Ouest, là où il y a des arbres majestueux, à ce moment-là, eux, ils coupaient l'arbre et ils sculptaient le canot à même le tronc d'arbre. Jason, côté autochtone, est-ce qu'il y a des événements organisés autour d'un lac ou d'une rivière? D'un niveau touristique, oui, on a plusieurs hébergements touristiques à proximité des lacs et des rivières. Si je pense du côté culturel, absolument. En fait, à tous les automnes, je dirais chaque nation autochtone a ce qu'ils appellent un workshop culturel. Donc chez nous à Wendake, on l'appelle les cabanes d'automne. C'est-à-dire que les jeunes, souvent adolescents de l'âge de 13, 14, 15 ans, sont invités par les aînés à aller passer un séjour d'une semaine en forêt sur le bord d'un lac où on apprend notre culture, on apprend nos traditions. C'est hyper intéressant, ça, Jason. Toi, qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs français d'essayer quand ils feront un tour au lac au Canada? Les lacs, c'est souvent un endroit très propice à l'observation faunique. C'est probablement l'endroit où ils ont le plus de chances de voir des ours, de voir des orignaux, de voir des castors. Aussi, la faune, c'est toujours très tôt le matin au lever du soleil ou encore au coucher du soleil. Les animaux se déplacent bien souvent le matin ou en fin de journée. Merci beaucoup, Jason. C'est fascinant, ta culture, d'autant plus qu'elle se transmet oralement. Donc, il faut y aller et prendre le temps de rencontrer les gens pour apprendre leur histoire et leurs traditions. Ouais, merci beaucoup, Jason. C'était fascinant. Merci. Écoutez, comme on dit dans ma langue, Piawan Kawaiki. Donc, merci à tous. Bonne journée. On arrive à la fin de cet épisode. Ça va de soi qu'on ne fera pas tous ces lacs extraordinaires en un voyage, mais ça nous donne des idées pour de futures occasions. Merci Maryse. Avec tous tes bons conseils, on est paré. Avec plaisir, merci Cyrielle. Tire-toi une bûche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, visitez le site de l'Office de tourisme canadien explorercanada.fr et pour découvrir les activités en français au Canada, direction corridorcanada.ca. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Laissez-nous aussi un commentaire sur la plateforme que vous utilisez et surtout, parlez-en autour de vous. Merci. À la prochaine.